Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goy et j'ai choisi de vous raconter l'histoire de Marie-Pascale Sidol, dont le corps a été retrouvé par un chasseur en janvier 2021, en plein cœur de la garrigue provençale. Le 14 avril 2019, l'aide-soignante est filmée par une caméra de vidéosurveillance dans sa voiture, quittant l'hôpital d'Avignon. Au volant, ce n'est pas elle qui conduit, mais un homme impossible à identifier. Alors qui est-il et que s'est-il passé? Déterminée à faire toute la lumière sur cette affaire, Stéphanie Sidol, la fille de la victime, témoigne en exclusivité pour Enquête criminelle. Avec moi, vous entendrez les voix de Stéphanie Sidol, la fille de Marie-Pascale Sidol, sa sœur, Marie-Pierre, Charlotte, sa nièce, Roby, son petit-fils, et Fatia, son amie et collègue. Vous entendrez aussi les voix de Riyad Doua et Michel Marie, journaliste, et celle de Carmelo Vialette, avocat. Bonne écoute. Tout commence 2 ans plus tôt, à Avignon, le 14 avril 2019. Pour Stéphanie Sidol, ce dimanche de Pâques aurait dû être une journée de bonheur en famille. Mais alors qu'un appel retentit, tout va basculer. Je suis chez moi avec mes enfants et là mon téléphone il sonne et c'est ma marraine qui me demande si je suis avec ma mère. Je dis non, je suis pas avec maman. Ce jour-là, Marie-Pascale Sidol doit prendre son poste d'aide-soignante à l'hôpital d'Avignon à 7 heures. Mais apparemment, il y a un problème. Elle me dit, il y a une copine de l'hôpital qui vient de m'appeler et elle est pas allée travailler ce matin. Elle est pas allée travailler. Ce 14 avril, ce dimanche, je travaille de week-end avec elle. Et du coup, je la vois pas arriver. Je l'appelle, j'ai dû lui laisser une dizaine de messages. C'était pas dans les habitudes de Marie ni d'arriver en retard, ni d'être absente. Jamais de la vie. C'est une personne qui est très ponctuelle, qui est sérieuse dans sa vie. Elle ne fait pas de faux plans. Quand quelque chose ne va pas, voilà, elle appelle, que ce soit la famille, ses collègues de travail. On a été élevés comme ça. Si tu vas pas travailler, tu téléphones et tu avertis ton employeur. Il y a une inondation, tu es malade, tu as crevé. Donc c'est pas du tout son style de pas répondre au téléphone. Ça ne lui ressemble pas du tout. Forcément au départ, tout le monde pense que Marie-Pascale Sidol a été victime d'un accident de la route. Chaque jour, l'aide-soignante a une demi-heure de voiture à faire entre sa maison, que voici, et l'hôpital, où elle travaille. J'ai pensé au départ, sincèrement, à un accident. Je me suis dit, avec des fois la fatigue le matin. On est quand même encore au mois d'avril, des routes verglacées, ça peut arriver. Pour ses proches, leur crainte, c'est qu'elle soit peut-être tombée à ce moment-là dans un fossé ou qu'elle soit blessée. Charlotte et sa mère Marie-Pierre partent de toute urgence à la recherche de l'aide-soignante. J'enfile rapidement une tenue. Je dis allez, on y va. Elles se disent, bon, on n'a rien vu sur la route. On va essayer de voir, elle est peut-être tombée, elle peut avoir glissé dans la salle de bain, avoir fait un malaise, hein, c'est possible aussi. Mais de toute évidence, Marie-Pascale n'est pas chez elle. Tout est en place, il y a sa liste de courses sur sa table de la cuisine, le frigo plein, sa chambre, son lit fait, ses affaires pliées. La propriétaire nous dit, j'ai entendu la voiture ce matin, comme à son habitude, elle a dû partir vers 6h20, donc non, elle est bien allée travailler. Donc là, à ce moment-là, on commence à s'inquiéter, on commence à comprendre que quelque chose ne va pas. Où est passée Marie-Pascale Sidol? D'emblée, les proches écartent la piste de la disparition volontaire. C'est ce que confirme devant notre caméra son petit-fils, Roby. Ma grand-mère, je la vois pas partir comme ça. Elle nous aurait prévenu ou alors
on aurait eu des traces de quelque chose. Disparition volontaire, non. Pour nous, c'est pas possible. Pas quand elle a cette vie-là, quand elle a des enfants, des petits-enfants, qu'elle est bien dans son travail. Marie-Pascale sortait peu, ou pas d'ailleurs. C'était pas le genre à aller danser dans une boîte de nuit ou à collectionner les amants. Vraiment, Marie-Pascale aimait énormément sa famille et sa fille et ses petits-enfants avant tout. La jeune grand-mère avait même des projets avec sa famille pour l'été suivant. Stéphanie se souvient que tout était déjà planifié. Ma mère d'elle-même, elle me dit, viens cet été, on part en vacances ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'est pas partis en vacances ensemble, on part pas trop loin. J'avais dit, on loue au Gros du Roi une maison. Comme ça, on est au bord de la plage, on est avec les petits, on est tranquille. Les plaisirs de Marie-Pascale sont, comme elle, très simples. C'est quelqu'un de très simple qui vivait modestement, avec l'esprit de famille. C'est d'ailleurs en prévision de ce voyage que Marie-Pascale devait travailler ce dimanche-là. Elle m'avait dit, je vais travailler, comme ça j'ai 50 € en plus. Comme ça, pendant les vacances, je peux gâter un petit peu plus les petits, leur payer une glace. Ce travail, Marie-Pascale s'y accrochait et ne l'aurait quitté pour rien au monde. Ça faisait 1 an qu'elle travaillait à l'hôpital d'Avignon. Elle a eu du mal à trouver ce job. Elle était contente parce qu'elle venait de signer un contrat, elle savait qu'en fait elle allait rester. Ma mère adorait son travail. Elle s'était fait des amis, en plus, elle était vraiment bien. Marie-Pascale Sidol n'avait donc aucune raison de vouloir partir sur un coup de tête. Et le mystère va s'épaissir un peu plus lorsque ses proches vont découvrir qu'en réalité, l'aide-soignante s'est bien rendue à l'hôpital le jour de sa disparition. Et c'est là que le drame s'est joué. Comme sa marraine, Charlotte travaille à l'hôpital d'Avignon. Elle accueille les patients qui arrivent aux urgences. Et c'est elle qui va retrouver la trace de la disparue. Et cela, grâce à la vidéosurveillance de l'hôpital. J'ai eu la cadre de garde. Je lui demande si elle peut aller vérifier les caméras. On voit que la voiture de Marie-Pascale pénètre au sein de l'établissement. À ce moment-là, il est 6h48. Elle rentre dans l'hôpital. Elle fait le tour de l'hôpital pour aller se garer à l'espace qui est réservé aux employés, justement, là où elle se gare, pour ensuite aller prendre son service. Et ce n'est pas tout. En visionnant la suite des images, la personne de garde remarque quelque chose de curieux. Elle me dit, effectivement, on voit le véhicule de ta marraine sortir à 7h05. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais pris son poste et qu'elle n'a jamais pointé pour justifier de ses horaires de travail. On comprend pas pourquoi ça sert à rien de partir à 6h20 du matin pour aller travailler, c'est pour ressortir à 7h05. Il y a un truc qui va pas. Et il y a encore plus étrange. Lorsque le véhicule ressort, Marie-Pascale n'est pas seule dans sa voiture. On voit bien la voiture, on voit bien Marie-Pascale, mais cette fois-ci assise côté passager. Et côté conducteur, il y a un homme. On voit pas bien son visage parce que le pare-soleil est baissé. Mais à l'épaisseur des bras, les mains, le buste, enfin ce qu'on voit de l'image, c'est un homme. Mais qui est cet homme? Très vite, une première piste apparaît et elle n'est pas très rassurante. Donc là, je me dis, mon Dieu, mais elle a été enlevée. Elle a été enlevée. J'appelle le 17 en leur expliquant que je fais un signalement, en fait, de disparition inquiétante. Et la gendarmerie prend l'affaire très au sérieux. Les gendarmes vont immédiatement lancer leurs investigations. L'idée, c'est d'entendre un maximum de personnel de l'hôpital. En arrivant sur place, les enquêteurs apprennent que l'hôpital d'Avignon rencontre depuis plusieurs années de gros problèmes de sécurité. En travaillant aux urgences d'Avignon, on avait peur. Avec les filles de mon service, on s'attendait à la sortie pour aller à la voiture.
L'hôpital d'Avignon, c'est très étendu. Il y a plusieurs zones de parking en fait. Il y a une zone de parking qui est payante, voilà, à l'entrée de l'hôpital. Mais derrière les bâtiments, il y a une zone un petit peu de no man's land. On est en limite de végétation. Et cet endroit-là, bizarrement, il n'y a pas de vidéosurveillance. Et c'est là que se garait Marie-Pascale Sidol, puisqu'après elle avait que quelques centaines de mètres à faire pour pouvoir pénétrer par la porte qui lui permettait d'accéder à son service. Et si Marie-Pascale Sidol avait été attaquée sur le parking, à l'abri des regards? Les gendarmes vont rassembler plusieurs indices qui vont aller dans ce sens. Et d'abord, il y a ce témoignage, plutôt éloquent. Une personne qui travaille aussi à ce moment-là, qui sort fumer sa cigarette, entend un cri et la voix d'un homme. La piste du rôdeur ou de l'acte voilà d'une personne qui a voulu commettre un vol, c'est possible. Ce secteur de No Man's Land qui est sur l'arrière de l'hôpital, ça donne ensuite sur une cité. C'est le quartier Montclar, qui est l'un des quartiers sensibles de la cité des Papes. Et justement, 24 heures après l'enlèvement présumé, une inquiétante découverte va jeter le trouble sur la fameuse cité sensible qui jouxte l'hôpital. Je regarde les réseaux sociaux pour voir s'il y a un nouvel élément et je vois la voiture de Marie-Pascale Sidol a été retrouvée brûlée. La voiture de ma marraine, ils l'ont retrouvée à Montclar, dans une petite ruelle où personne ne passe. Alors là, on commence vraiment à se poser des questions. Quand on brûle un véhicule, c'est qu'il y a une raison derrière. Et les gendarmes comprennent qu'il se passe quelque chose de pas normal, de très grave. À ce moment-là, on est tous en train de pleurer, on mange pas, on est là, on vit pas, on dort pas, on est détruit, tant que voilà, on sait pas ce qui lui est arrivé. Moi, je suis en pleurs, ça y est. On l'a tué, il a tout brûlé, aucune preuve, pas d'empreinte, pas de traces. Le crime parfait, quoi. Je dis, ça y est, il va s'en tirer. Je me mets à hurler, je panique, je deviens folle, je regarde ma mère, je pense tout de suite au pire. Je me dis, ça y est, elle est morte, elle doit être brûlée à l'intérieur. Voilà, je panique, j'appelle vite Stéphanie. Dans ma tête, ça me fait un électrochoc et là, je me dis, qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? La voiture, on a retrouvé sa voiture brûlée. Je lui fais peur, la pauvre, elle me dit, on a retrouvé que la voiture, calme-toi, on a encore un espoir, il n'y a pas son corps. L'absence de corps. La famille de Marie-Pascale s'accroche à cet élément pour garder un soupçon d'espoir. L'enquête se poursuit. Et en se repassant les images de la vidéosurveillance de l'hôpital, les gendarmes vont s'intéresser à un élément qui ne colle pas. Un détail soulevé dès le départ par la famille de la disparue. Ma grand-mère ne serait jamais montée avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas ou en qui elle n'avait pas confiance. Et si elle y aurait été forcée, je pense qu'elle aurait essayé soit de s'enfuir, soit de déclencher un accident. Si elle avait pu se défendre, elle l'aurait fait. Elle se serait pas laissée mener comme elle s'est laissée mener ce matin-là. Quelqu'un qu'elle connaît pas, un kidnappeur, il l'aurait mise dans le coffre. C'est quand même le meilleur moyen, d'abord pour éviter toute la vidéo, et puis c'est pour éviter qu'elle s'enfuit au premier carrefour. À mon avis, c'est quelqu'un qu'elle connaît. Vous allez voir qu'en effet, un homme va bientôt attirer sur lui tous les soupçons. Un homme que connaît bien toute la famille, et pour cause, c'est l'un des leurs. Cet homme, le voici, c'est Fabrice Poncet, le compagnon de Marie-Pascale. L'histoire entre Marie-Pascale et Fabrice est une vieille histoire, une longue histoire. Quand Marie-Pascale rencontre Fabrice, elle avait 15 ans.
Elle fait une sortie avec 2 amis à elle. Et elle va faire la connaissance de Fabrice, qui était accompagné de son frère jumeau à l'époque. Et immédiatement, Marie-Pascale tombe amoureuse de Fabrice. Elle avait beaucoup d'humour. C'était son premier amour et c'est le seul qu'elle a eu. Moi, je n'ai jamais vu ma mère avec un autre homme. Jamais. Jamais. En fait, si Fabrice Poncet est devenu le suspect numéro 1 de toute la famille, c'est parce qu'il a eu, au moment de la disparition, une attitude pour le moins troublante. Pour le comprendre, il faut remonter au jour où Charlotte, la nièce de Marie-Pascale, pense avoir localisé sa tante grâce à son téléphone portable. Je télécharge une application, localiser mon téléphone et par chance, si on peut dire ça comme ça, on a une moitié de la localisation. 7h29, elle borne chemin des Falaises. Et après, le téléphone se coupe et plus de son, plus d'image. L'endroit intrigue les proches de Marie-Pascale, car le chemin des Falaises se situe de l'autre côté d'Avignon, alors que la voiture a été retrouvée tout près de l'hôpital. C'est dans un endroit très isolé. Qu'est-ce que Marie-Pascale Sidol serait allée faire là-bas? Parce que là, d'habitude, à part croiser 2-3 promeneurs et des chasseurs, vous voyez personne. Hein. Du coup, on décide de partir tous ensemble. Fabrice se propose de nous accompagner. On lui dit, si tu veux, à plusieurs, c'est mieux. Je vois mon père très bizarre. Il s'est acheté des jumelles. Il a des jumelles autour du cou. Quand je lui dis pourquoi tu as acheté des jumelles, il me dit c'est pour chercher ta mère, au moins si je vois, je la trouve de loin et tout. Chaque fois qu'on s'arrêtait pour chercher, nous on marchait, on cherchait, on fouillait dans les recoins. Et lui, il était avec ses jumelles, il regardait. C'était abusé, elle exagérait. Il en faisait trop. C'est presque un gag de film. Enfin, si c'était pas dans une affaire criminelle tragique, il est là avec ses jumelles. Enfin, il est ridicule. Faudra quand même qu'on explique à quoi servent ces jumelles dans de pareilles circonstances. C'est-à-dire qu'on regarde là sur le mètre carré sur lequel on se trouve, mais on va pas chercher à 300 mètres d'une falaise à l'autre. Ce n'est pas la seule chose qui intrigue à propos du mari de la disparue. Fabrice Poncet semble carrément se mettre en scène durant ses recherches. Quand il va chercher ma mère, il se prend en photo. Regardez, il prend en photo tout ce qu'il fait. Regardez, je l'ai cherché là, je suis allée là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il nous montre en photo tout ce qu'il a fait. Moi, quand je vais chercher ma mère, je vais chercher ma mère. Je pense pas à prendre en photo ce que je fais. Regardez, au moment de la découverte de la voiture de sa femme, Fabrice Poncet se prend en photo sur les lieux, comme si de rien n'était. J'ai eu l'occasion de tomber sur sa page Facebook où il comptait les jours. Et j'ai trouvé ça un peu, je sais pas, ça m'a gênée parce que je me suis dit, j'ai l'impression que plus les jours passent, plus il est content qu'on la retrouve pas. Jour 1, disparition, Marie-Pascale, SOS, SOS, SOS. Jour 2, SOS, SOS. Et il a fait pendant longtemps, tous les jours, SOS, SOS, SOS. Et au début, il mettait, s'il vous plaît, au secours, SOS, ma femme, Marie-Pascale, disparue, séquestrée dans la forêt. Séquestrée dans la forêt, ma foi, aucune idée de pourquoi il mettait ça aussi. Enfin, il tient des propos limite incohérents et son comportement est tout aussi incohérent que ses propos. Alors, on peut mettre ça aussi sur le compte de l'émotion. C'est pas non plus un signe de culpabilité. Il n'empêche, Fabrice Poncet intrigue. Et lorsque les proches discutent avec lui, l'homme donnerait l'impression d'avoir quelque chose à se reprocher. Il est très pensif et ses questions, c'est tout le monde pense que c'est moi, je le sais.
Mais c'est pas moi, tout le monde m'accuse, mais moi j'ai un alibi, Sauf que moi je le regarde, je dis oui, mais de toute façon on s'en fout de l'alibi, on pense pas à l'alibi, là on pense à retrouver maman. Pourquoi tu dis ça? Et moi c'était le tout début, et je lui dis mais non, t'inquiète pas et tout. En plus tu sais, s'ils pensent que c'est toi, ils vont essayer de te poser des questions pour te mettre mal à l'aise. Surtout sois pas mal à l'aise, t'inquiète pas et tout, allez, il faut être fort et tout, on est tous tristes. Riyad Doua est journaliste. Il a rencontré Fabrice Poncet. Lui aussi se souvient que l'homme avait un comportement déconcertant. On me donne son adresse et je tape à sa porte. Il est méfiant au début parce qu'il me demande qui c'est, mais pourquoi vous voulez me parler? Ça dure quelques minutes, j'arrive à échanger un petit peu avec lui et puis il finit par m'ouvrir. Je me rappelle que lui sentait bien l'alcool. Il était assez nerveux, c'est un homme assez pas très grand, un peu plus petit que moi. Et il bougeait beaucoup. Moi, je restais un petit peu à distance. On a discuté un petit peu comme ça. Il m'a juré sur tout ce qu'il avait de plus cher que lui, il avait rien à voir dans cette histoire, qu'il comprenait pas pourquoi les gendarmes n'arrêtaient pas de lui mettre la pression, que tout le monde l'accusait, que c'était pas normal, et que Marie-Pascale, c'était la femme de sa vie. Puis j'ai vu il devenait de plus en plus nerveux. Il m'a dit bon, on va en rester là. Non, finalement, j'ai plus envie de parler. C'est une ambiance un petit peu bizarre, hein. On se regardait comme ça un peu de travers tous les deux. Au final, il m'a demandé de partir poliment, sans plus. Donc ce que j'ai fait, voilà. Fabrice Poncet a beau laisser à tous ceux qui l'approchent une drôle d'impression, cela ne prouve absolument rien. Sauf que, à l'image de la famille, les gendarmes, eux aussi, ont de forts soupçons à l'égard du compagnon de Marie-Pascale. Fabrice Poncet est quand même un peu sur la sellette, hein. Les enquêteurs ont de forts soupçons sur lui, et à juste titre. Il est un peu le dernier à l'avoir vue vivante. Il est un peu le dernier à avoir échangé des SMS et des messages avec elle. Je crois que le dernier, c'est « Bonne nuit, bisous ». Les taux se resserrent sur Fabrice Poncet, mais la famille de Marie-Pascale peine à le croire capable de s'en prendre à sa compagne. Jusqu'à ce jour où les enquêteurs convoquent toute la famille à venir regarder les images de la vidéosurveillance de l'hôpital. 6 mois après la disparition de Marie-Pascale, les enquêteurs vont convoquer l'ensemble de la famille pour leur montrer les fameuses photos extraits de la vidéosurveillance de l'hôpital. Et là, on leur montre ces images, et c'est sans appel. Ça me fait tilt. Il a un menton qui se reconnaît assez facilement, voilà, un visage et des traits qu'on reconnaît facilement. C'est pas quelqu'un de banal. Et je lui dis aux gendarmes, il y en a qu'un qui a ce menton, mais regardez. J'ai dit non, c'est Fabrice qui est au volant. Ça peut complètement correspondre à mon père. Moi, oui, ça peut correspondre à mon père. Les mains, les bras. Mais après, on voit pas grand-chose. Mais de ce que je vois, ça peut complètement correspondre à mon père. Clairement, je reconnais Fabrice. Et là, les gendarmes sont un peu déstabilisés parce que c'est vrai que la photo est techniquement un peu inexploitable. Mais pour ceux qui ont l'habitude, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est alors que la famille se souvient de certains détails, à l'époque passés inaperçus, et qui maintenant prennent une autre dimension. Fabrice vient à la maison, il était seul, voilà, il avait besoin de réconfort. Je regarde ses jambes et je vois qu'il a plein de griffures, mais comme si un chat l'avait griffé, mais de partout, vraiment. C'est plein d'égratignures, de griffures sur ses jambes, je regarde. Et je lui dis, mais c'est quoi ces griffures sur les jambes? Comment tu as ces griffures sur les jambes? Il me dit, c'est en cherchant ta mère, là où je suis allée, je me suis fait mal.
Et tes lunettes cassées? Ah ben mes lunettes cassées, c'est pareil, c'est en cherchant ta mère, je les ai tombées, elle marchait dessus, je les ai cassées. Alors, Fabrice Poncet aurait-il tué sa compagne avant de dissimuler son corps dans un endroit difficile d'accès? C'est en tout cas le scénario imaginé par Stéphanie, la fille de Marie-Pascale Sidol. Et la jeune femme décide d'aller se confronter à son père. C'est obligatoirement lui, ça ne peut que être lui, je suis sûre à 200% que c'est lui. Droit dans les yeux, je lui dis écoute, maintenant ça suffit, moi je sais que c'est toi. Ton cinéma, ça marche pas. Moi je suis pas maman, tu ne m'auras pas en fait. Donc je veux que tu sortes de ma vie. Je ne veux plus que tu t'approches de moi. Je ne veux plus que tu t'approches de mes enfants. Et là, il m'a répondu va te faire foutre. Pour Stéphanie, l'injure de son père sonne comme un aveu de culpabilité. Mais pour la jeune femme, il y a encore plus douloureux. Car elle réalise soudainement qu'elle a sans doute une part de responsabilité dans ce qui est arrivé à sa mère. En effet, lorsque Stéphanie est âgée de 5 ans, ses parents vont se séparer. Il a trompé, il mentait. Par contre, elle, si elle regardait un garçon ou quoi, il était très jaloux. De plus, Fabrice boirait plus que de raison. Et Marie-Pascale en aurait eu assez. Elle aurait donc décidé de le quitter. Je lui demande comment ça se fait que t'es plus avec lui. Elle me dit tu sais ton père c'est pas quelqu'un de mature, on s'est séparés, je ne l'ai jamais empêché de te voir, voilà quoi, passe à autre chose quoi. Ma marraine, elle en parlait plus en fait de Fabrice, elle l'avait oublié, voilà, on va dire c'était du passé. C'est le début d'un silence qui va durer pendant plus de 15 ans. Jusqu'à ce que Stéphanie décide de reprendre contact avec son père, dans le plus grand secret. Du coup, c'est à l'âge de 18 ans que j'ai fait des recherches. Je savais qu'il s'appelait Fabrice Poncet et que sa mère s'appelait Lucie. J'avais un ami à l'époque qui travaillait à la CAF et donc j'ai demandé à cet ami de rechercher. L'enquête de Stéphanie va porter ses fruits. Et lorsqu'elle rencontre sa grand-mère pour la première fois, la jeune femme apprend que son père s'est installé en Angleterre. J'ai été accueillie les bras ouverts, elle était très gentille, de suite rentre. Et c'est là où elle m'a dit, mon Dieu, mais ton père, ça fait des années qu'il vit à Sheffield. Voilà, et elle m'a donné son adresse. Et là, je lui ai écrit une lettre. Seulement, ce que Stéphanie n'avait pas prévu, c'est la réaction de sa mère, Marie-Pascale. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à la disparition de Marie-Pascale Sidol. Dans la deuxième partie, vous allez découvrir comment Fabrice Poncet, le mari de la victime, va faire figure de suspect numéro 1. Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie d'Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goy et j'ai décidé de vous raconter l'histoire de Marie-Pascale Sidol, dont le corps a été retrouvé 1 an et demi après avoir mystérieusement disparu. Sa fille Stéphanie, déterminée à faire toute la lumière sur cette affaire, témoigne en exclusivité pour Enquête criminelle. Avec moi, vous entendrez les voix de Stéphanie Sidol, la fille de Marie-Pascale Sidol. Sa sœur, Marie-Pierre, Charlotte, sa nièce, Roby, son petit-fils, et Fatia, son amie et collègue. Vous entendrez aussi les voix de Riyad Doua et Michel Marie, journaliste, et celle de Carmelo Vialette, avocat. Bonne écoute. Quand il a reçu ma lettre, il a téléphoné à la maison et c'est ma mère qui a décroché. Donc ce fut la grosse surprise pour ma mère. Stéphanie a fait ça pour en croyant bien faire et puis Pascale, elle était un peu en colère quand même parce que elle n'était pas prête quoi de le revoir soudainement. Et quand je suis rentrée le soir, je me suis fait pourrir. Elle m'a engueulée.
J'ai dit c'est pas grave, j'ai dit si tu veux pas le voir, moi j'irai le voir seule. Elle me dit non mais c'est bon, c'est tout organisé, hein, il descend pendant les prochaines vacances, on le reçoit à la maison pendant 1 semaine. Mais pour Stéphanie, les retrouvailles ne vont pas du tout se passer comme elle l'imaginait. J'étais stressée, voilà, j'avais un peu des papillons dans le ventre, j'étais impatiente, je frémissais en fait. Et puis d'un seul coup, je le vois. Et puis quand je l'ai vu en fait, ça a été là de suite, j'ai été déçue parce que je me suis dit mon Dieu, il était pas beau. Il a changé, il s'entretient pas. Il est moche. Il a des croûtes dans la tête, il prend pas soin de lui. Alors moche, moi aussi je suis moche. Mais je veux dire, comme ça, l'entretien, le laisser aller. On aurait dit qu'il était en mauvaise santé. Si Stéphanie trouve que son père se laisse aller, ce n'est pas du tout la même chose pour Marie-Pascale Sidol, qui, contre toute attente, va s'apercevoir qu'elle est encore amoureuse de son mari, même après 15 ans. Ma mère, en fait, quand elle l'a vu, des papillons dans les yeux, voilà, elle retrouvait son amour de jeunesse, en fait, quoi. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces deux-là, ils sont attirés comme des aimants. Je veux dire, Marie-Pascale et Fabrice. Et quand le lendemain, j'ai vu, ils m'ont regardé les deux avec un fou rire et qui, hop, ils se sont smaqués, même moi, j'étais la première surprise. On ne sait pas ce qui s'est passé. En une nuit, ils se sont retrouvés comme à l'époque. Ma mère, je la vois heureuse, mon père, je le vois heureux. Donc moi, j'étais super contente. C'est un conte de fées, c'est un truc qui peut passer à Disney, quoi, parce que amour de jeunesse, ils se perdent de vue, ils se revoient 15 ans après. Moi, en plus, c'était mon père, c'était ma mère. Moi, j'étais super contente à ce moment-là. Je me dis, ouais, j'ai franchement jackpot pour moi. À ce moment-là, c'est ce que je me disais. Et Fabrice Poncet, de montrer alors un visage bien éloigné de celui d'un homme qui, plusieurs années plus tard, sera suspecté d'avoir tué la femme qu'il aime. Le début, ça va toujours très bien. C'est le grand amour. Lui, à ce moment-là, avec ma mère, il est tout mielleux, le chevalier servant. Hop, t'as soif, hop, bouge pas, moi je cours vite, hop, je t'amène à boire. Tout le monde a envie d'avoir quelqu'un comme ça, quoi. Tout le temps en train de faire le pitre, tout le temps en train d'essayer de faire rire la galerie. On dit, qu'est-ce qu'on se marre avec lui, qu'est-ce qu'on se marre. Il est pas beau, mais on rigole, hein. Franchement, il est vraiment cool, hein. Avec lui, la vie, elle glisse, hein. C'est la fête tous les jours, hein. Globalement, Stéphanie est quand même plutôt contente de son coup. Elle a réussi à remettre ses parents ensemble 15 ans après qu'ils ne se soient séparés. Elle va le regretter amèrement plus tard. En réalité, lorsque Marie-Pascale Sidol disparaît, sa relation avec Fabrice Poncet n'est plus aussi idyllique qu'au moment de leur retrouvaille. On voyait qu'au fur et à mesure du temps, mon père était de plus en plus agressif. Il prenait de moins en moins de gants avec ma mère. Et puis les disputes, elles étaient de plus en plus souvent, elles étaient de plus en plus rapprochées. Ce qu'elle me disait de lui, Marie-Pascale, c'est en fait que il buvait pas mal déjà. Donc quand il commençait à boire, il commençait à être un peu violent. Donc verbalement, et il était très colérique. Il la respectait pas, ça lui arrivait quand on faisait des repas que ma marraine ait le dos tourné pour qu'il se vante de l'avoir trompé, de s'envoyer en l'air avec une femme d'un camping par exemple. Le naturel de Fabrice serait revenu au galop, et face à de tels dérapages, Marie-Pascale aurait fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et cela, ses proches ne se l'expliquent pas. Je l'ai déjà vu en colère contre ma grand-mère. C'est juste des mots, des paroles, une dispute. Mais ma grand-mère, elle a toujours essayé de calmer les choses. Jamais elle a envenimé la dispute. J'ai vu un changement de caractère de ma mère. C'est-à-dire que ma mère, avant, elle était tête dure quand même, elle se laissait pas faire, elle lui répondait tout ça. Et puis au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai vu que de se faire insulter, ça commençait à rentrer dans une normalité. Parce qu'elle se laissait insulter sans forcément répondre après, sans forcément se défendre. Elle me disait, il me fait peur.
Un jour, elle est arrivée avec le bras amoché, elle pouvait pas travailler, elle pouvait à peine bouger le bras, et là, pareil, elle s'est mise à pleurer. Et il y a eu beaucoup d'épisodes comme ça. Le plus terrible, c'est que la violence de Fabrice Poncet ne daterait pas d'hier. Il y aurait notamment eu un épisode que Stéphanie a préféré taire pendant de longues années. Mais pour enquête criminelle, elle a décidé de tout dévoiler au grand jour. La scène se passe 13 ans avant la disparition de Marie-Pascale Sidol, le soir du 24 décembre 2006. Stéphanie a 18 ans, elle est enceinte de 4 mois. Et c'est son premier Noël, dans son souvenir en tout cas, son premier Noël avec son papa. Donc elle se fait une joie. Elle se fait une joie de fêter Noël en famille. Papa, maman et elle enceinte. Vous voyez une symbolique qui est quand même assez magique. Donc, comme ça se passe à Noël, tout le monde boit un coup. Le Papa Noël, il est passé, on est tous très gâtés. Ça s'éternise un petit peu. Et ensuite, vers les 2h du matin, les gens commencent à partir. Voilà, ma mère, elle débarrasse, elle commence à ranger tout ça. Et Fabrice, qui visiblement a beaucoup trop bu, devient extrêmement agressif à l'égard de Marie-Pascale. J'entends qu'il lui dit « Oui, et toi, de toute façon, regarde le cadeau que tu m'as offert, ton cadeau de merde. » Et il lui balance en fait dans la gueule. Et en fait, ma mère, elle lui avait offert donc le DVD édition collector de Mylène Farmer, parce que mon père, c'était un grand fan de Mylène Farmer, et donc c'est dur, et il lui balance dans la tête, et là, je vois qu'il lui fait mal. Et là, les choses dégénèrent et Stéphanie va intervenir. Et enceinte de 4 mois, elle s'oppose, elle s'interpose. Il s'avance vers moi, il me dit « Toi », il me dit « Ça se voit que tu as grandi sans père, que tu as jamais morflé par ton père. » Il me dit « Tu vas voir ce que c'est. » Et là, il commence à me frapper. Et une claque, mais tellement forte que la claque, elle me fait perdre l'équilibre, elle me fait tomber. Elle me fait voltiger jusqu'au canapé derrière. Ma mère, elle commence à crier. Un cri, je m'en rappellerai toute ma vie de ce cri-là. « Fabrice, arrête ta fille, elle est enceinte, arrête !» Et à ce moment-là, en fait, mon père, il commence à me donner des coups de pied dans le ventre. Et quand il commence à me donner des coups de pied dans le ventre, en fait, je pense à mon bébé. Et j'attends que ça passe. Et en fait, il s'arrête pas. Et du coup, ma mère sort. Et là, elle crie « Au secours, s'il vous plaît, appelez la police, au secours, au secours !» Et là, en fait, il y a tout mon monde qui s'écroule. À ce moment-là, mon monde s'écroule complètement. Quel est l'homme, quel est le père qui oserait frapper sa fille enceinte de 4 mois? Quel est le père? Moi, je dois dire que je suis scotché. Transportée d'urgence à l'hôpital, Stéphanie s'en sort. Et par chance, le pronostic vital de son enfant n'est pas engagé. Et Roby, ça allait, Dieu merci, heureusement. Et il est là, et il est en bonne santé. J'aurais jamais pardonné une chose pareille. Déjà, j'ai pardonné beaucoup. Pour ma mère, j'ai pardonné beaucoup. Et ma mère m'a raconté ce qui s'était passé quand elle était enceinte de moi. Quand elle me l'a dit, ça m'a choqué. Car mon grand-père, je le voyais pas comme ça, Fabrice. Je me rendais pas compte qu'il était dangereux. C'est quelqu'un de dangereux au final, Fabrice. Cela paraît insensé, mais tout au long de leur relation, Marie-Pascale aurait toujours fini par pardonner son compagnon, aux grandes dames de sa famille. Il y avait beaucoup de bas avec lui. Il faisait que se séparer, se remettre ensemble, se séparer.
Elle devait avoir un peu de honte, parce que chaque fois que Fabrice voulait revenir et qu'elle le reprenait, moi-même, je disais, mais je comprends pas, Pascal, avec tout ce qu'il te fait, tu vois pas, il te ment, il boit, il te secoue, maltraite, quoi. Mais combien de fois je lui ai dit, un jour, on va sonner à ma porte, on va me dire, votre sœur, elle est morte. Combien de fois je l'ai averti? Il va te tuer un jour. Mais non, il va pas aller jusque-là. J'ai dit, mais fais-lui analyse de la tête, c'est pas possible. On aurait dit qu'il avait une double personnalité. C'est terrible. Mais on l'a vu dans plein de dossiers, cette femme elle est sous emprise de cet homme. Même 15 ans plus tard, ils sont unis. J'ai envie de vous dire, quoi qu'il arrive, elle va revenir avec lui. Elle est aimantée par cet homme. Ils sont inséparables en réalité. Il y a que la mort qui peut les séparer. Avoir voulu le connaître, ça a été la pire décision de toute ma vie. Je regrette énormément. Si je pouvais revenir en arrière, bien évidemment que je le laisserais où il est en Angleterre et avec grand plaisir. Parce qu'au final, il m'a rien apporté de bon dans ma vie et il a rien apporté de bon dans la vie de ma mère. En janvier 2019, 4 mois à peine avant sa disparition, Marie-Pascale Sidol aurait finalement pris son courage à deux mains et décidé de quitter définitivement Fabrice Poncet. Mais pour sauver les apparences, elle aurait tout de même pris une précaution. Elle dit, j'arrive à un âge où je veux ma tranquillité, j'en ai marre de me faire mal parler, il changera jamais, donc j'ai pas envie qu'il prenne mal les choses. Elle savait plus trop comment faire, mais je lui ai dit, ne lui dis pas, va-t'en, fais-le, sois diplomate, sois gentil, parce qu'on ne sait pas comment il va réagir, vu qu'il pouvait être très violent et qu'il voulait pas la quitter, en fait, il la voulait pour lui. Elle lui a dit de prendre son appartement, qu'ils restaient ensemble, se donner un délai, voir comment ça se passait. Et je crois qu'elle avait la culpabilité de s'en séparer, de le mettre dehors. C'est pour ça qu'elle a mis tout en œuvre pour lui trouver un appartement, pour le déménager, pour l'aider, pour que ça se passe le plus tranquillement possible. Ils se sont séparés vraiment progressivement comme ça. Et là, ma mère, je voyais que vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ma mère aussi épanouie et aussi heureuse, quoi. Elle rentrait chez elle, elle était tranquille, pas de dispute, personne sous, bourré qui t'attend chez toi. Tu rentres chez toi, il y a pas de dispute, c'est top, quoi. Le problème, c'est que Fabrice Poncet ne l'aurait pas entendu de cette oreille. Et la décision de Marie-Pascale a peut-être précipité le drame. Souvenez-vous, si elle était allée travailler le dimanche où elle a disparu, c'était dans le seul but de financer des vacances en famille. En famille, et loin de Fabrice, son ex-compagnon. Elle se projetait maintenant dans l'avenir sans lui. Ça y est, elle se souciait plus de lui. Elle se projetait sans lui. Allez, on part en vacances ensemble, entre mère et fille, avec les petits-enfants. Marie-Pascale n'avait pas du tout envie qu'ils viennent parce que de toute façon, les vacances auraient été un véritable cauchemar. Pour Fabrice, c'est que lui, dans sa tête, la relation n'était pas finie. Lui continuait quand même de l'appeler, lui continuait d'essayer de la voir. Enfin bon, la cassure, elle avait pas dans sa tête, elle n'était pas faite. Et voici ce que Fabrice aurait lancé à tous ceux qui voulaient l'entendre. Vu que moi, je peux pas venir, que je ne suis pas invitée, en gros, elle non plus ne viendra pas. Vous allez voir, quoi, que je vais la faire disparaître de la terre. On est sur le crime passionnel basique, voilà, où je te tue parce que tu ne m'aimes pas. Alors, Fabrice Poncet se serait-il vengé d'avoir été exclu des prochaines vacances en famille? Maître Carmelo Vialette, son avocat, n'y croit pas une seconde. Si on pouvait garder les pieds sur terre, dans ce dossier, ça serait bien. De penser que c'est parce que j'irai pas au bord de mer avec toi que je vais te tuer. J'arrive même pas à le mentaliser, ce truc-là. Pourtant, pour la famille de Marie-Pascale Sidol,
l'implication de Fabrice Poncet ne fait plus aucun doute. Seulement du côté des enquêteurs, les choses ne sont pas si simples. Car la seule preuve tangible, la vidéosurveillance de l'hôpital, est de bien trop mauvaise qualité pour que l'on puisse reconnaître Fabrice Poncet. Les enquêteurs ont tenté d'améliorer la résolution, ils ne sont pas parvenus. C'est pas identifiable. C'est pas une preuve parce qu'on le reconnaît pas. Et c'est vrai que si vous montrez cette photo aux assises aux jurés, là voilà, c'est à la base de ce document qu'on a confondu Fabrice Poncet, on va leur rire au nez. Ça tiendra pas et donc il faut continuer les investigations. Et c'est ce qu'ils font. L'homme est donc de nouveau interrogé, mais il nie en bloc. Mieux, il aurait même un alibi en béton. Lui, il dit qu'il était chez lui. Son téléphone borne chez lui. Il était en charge. Et la vidéosurveillance de la résidence où il habite, on ne le voit pas sortir. Ça se passe à 6h30 du matin. Personne ne l'a vu partir. Personne ne l'a vu sortir de la résidence. Voilà. Pour lui, il dit, moi j'étais chez moi, j'étais dans mon lit, je dormais. Malgré l'intime conviction de la famille, Fabrice Poncet est mis hors de cause. Jusqu'à ce qu'un rebondissement que plus personne n'attendait vienne relancer l'affaire. Nous sommes en janvier 2021, dans un bois situé à 15 km d'Avignon. Un chasseur fait une incroyable découverte. On m'appelle en me disant « Voilà, Madame Sidol, on vient de retrouver les ossements de votre mère. Voilà, l'analyse ADN a été faite, c'est bien votre mère. » On ne sait pas comment elle est morte. Les ossements, ils ont été retrouvés tous fracturés. Donc, on ne sait pas si les animaux les ont mangés, mais aussi si elle a été battue à mort. Pendant tout ce temps-là, il a fait chaud, il a fait froid, il a plu. Elle était toute seule, son corps était là. C'est tout simplement insupportable. Ça a été très dur pour nous. On était tout le temps ensemble. C'est ma moitié qui m'a arraché. Et justement, pour la famille de Marie-Pascale, ce dénouement macabre accablerait un peu plus Fabrice Poncet. C'est ce que tente de nous expliquer Stéphanie, la fille de Marie-Pascale, en nous emmenant sur les lieux de la découverte du corps. Ça peut être que lui, quelqu'un qui connaît bien la région, qui connaît bien toutes ces petites routes de campagne, parce qu'il a l'habitude d'y venir avec son scooter, il a l'habitude de faire les allers-retours. Il travaille dans les environs sur des chantiers, des missions d'intérim, tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment pas lié au hasard. Autre indice, souvenez-vous, les mystérieuses égratignures que Stéphanie aurait remarquées sur son père peu après la disparition. Les griffures sur ses jambes, sur ses bras, et aussi le fait qu'elle a été dissimulée sous des ronces. Franchement, il y a tout qui colle, il y a tout qui s'emboîte pour moi. Le 8 juillet 2021, Fabrice Poncet est placé en garde à vue et mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre à l'encontre de son ex-compagne. Soulagement, contente. Je me suis dit, enfin. Le fait qu'il ait été incarcéré, ça nous a vraiment rassurés avec ma mère, parce que moi je pouvais sortir tout seul, elle peut sortir sans craindre le fait qu'il soit là, qu'il soit à proximité. Pour l'homme, c'est un coup de massue, car au moment de son arrestation, il avait refait sa vie avec une nouvelle femme. Et il avait une maîtresse qui était descendue sur Avignon, alors que sa femme avait disparu même pas un an avant.
sans scrupule. Il va aux mêmes endroits dans lesquels il allait avec ma marraine. Vraiment, il s'affiche et tout sourire. Et sur son Facebook, des photos comme quoi il était fiancé. Pour nous, c'est un acteur. Il faisait le triste, il est horrible. Ça se fait pas, tout simplement. En audition, Fabrice Poncet réalise que les gendarmes ont trouvé un moyen de démonter son alibi. À savoir, son téléphone portable qui était géolocalisé à son domicile. Il y aurait un retrait qui aurait été fait à la caisse d'épargne, un retrait de 10 € à un moment où il était censé être chez lui. Curieusement, on ne le voit ni sortir ni rentrer. Et de toute la journée. C'est la preuve que le jour des faits, il a très bien pu sortir de son immeuble sans être filmé par la vidéosurveillance. Les gendarmes sont aujourd'hui persuadés qu'il a quand même pu sortir de chez lui et laisser son téléphone chez lui. D'autant qu'il y aurait une façon toute simple de tromper la vidéosurveillance. Fabrice, il habite dans un immeuble où il y a une caméra de vidéosurveillance devant l'entrée. Donc cette caméra est facilement détournable si on fait le tour du bâtiment pour rentrer, si on se colle bien au mur. Et ce n'est pas le seul élément qui vient battre en brèche l'alibi de Fabrice Poncet. Souvenez-vous encore, le téléphone portable de Marie-Pascale Sidol avait été localisé au nord d'Avignon à 7h29, le jour de sa disparition, après que sa voiture ait quitté l'hôpital. Et justement, un témoin prétend que Fabrice se trouvait à 5 km de là. On aurait vu Monsieur Poncet à 9h à l'aérodrome de Pujol le jour de la disparition de Madame Sidol en compagnie de celle-ci. Le plus extraordinaire, c'est que Fabrice n'en parle pas de ça. À aucun moment il ne parle de ça puisqu'il dit qu'il est chez lui. Donc, il y a un problème. Soit il est chez lui en train de dormir, soit il est sur le parking de l'aérodrome. Il y a un moment où je pense qu'il dit pas forcément la vérité. Moi, j'aimerais que, voilà, il raconte. On sait que c'est toi. Allez, vas-y, maintenant, raconte, s'il te plaît, je veux savoir. Je veux savoir. Qu'est-ce que tu lui as fait exactement? Et pourquoi? On aimerait qu'il parle, quoi, qu'il avoue ce qu'il a fait, on sait que c'est lui. Sauf que Fabrice Poncet, lui, clame encore et toujours son innocence. Selon son avocat, les accusations ne tiennent pas, et voici pourquoi. Je crois qu'il n'a la vision que d'un seul œil, qu'il n'a pas le permis de conduire, Pour moi, ça veut rien dire, si vous voulez. Il y a plein de gens qui n'ont pas le permis de conduire et qui savent conduire. Conduire un véhicule et avoir la maîtrise du véhicule comme celui qui est responsable de l'enlèvement de Madame Sidol, c'est autre chose, hein. C'est pas parce que vous avez le permis de conduire que vous savez conduire, mais c'est pas parce que vous ne l'avez pas que vous ne savez pas conduire. Il faut avoir de la suite dans les idées quand même. Vraiment. Et je le sens pas calculateur à ce point-là. Il est extrêmement prévisible, Monsieur Poncet. La défense de Fabrice Poncet peine à convaincre la famille. Mais c'est sans compter un détail du dossier qui pourrait peut-être tout changer. Le téléphone portable du suspect a été branché à 10h10 le matin de la disparition de Marie-Pascale Sidol. Ce qui laisse penser qu'à cette heure-là, Fabrice Poncet était bien chez lui. L'homme n'aurait eu donc qu'un laps de temps très court pour exécuter son crime, à peine 1h10. Donc ça voudrait dire, si on en tient la thèse de l'accusation, qu'on le voit à 9h sur l'aérodrome de Pujol, mais qu'à 10h10, il est chez lui à Avignon. Sur ce battement d'1h10, il faudrait que Monsieur Poncet donne la mort à Madame Sidol, transporte le corps, cache le corps dans la garrigue, et revient sur Avignon, et laisse la voiture dans Avignon, rentre à pied chez lui,
escalade le premier étage, il rentre chez lui, il branche son téléphone à 10h10. Ça paraît impossible. Et puis, il y a un ultime argument en faveur de Fabrice Poncet. Contrairement à ce qu'affirme la famille, Marie-Pascale n'aurait pas rompu avec son compagnon. Madame Sidol disparaît le dimanche. Il faut savoir que Monsieur Poncet et Madame Sidol dorment ensemble chez Madame Sidol dans la nuit du vendredi au samedi. Que dans cette même journée du samedi, c'est-à-dire la veille du moment où elle disparaît, Madame Sidol à 18h dit à Monsieur Poncet bisous. Alors on nous explique que c'était un couple qui était en train de se déchirer, qui avait de la violence extrême. La veille de sa disparition, elle lui envoie bisous. On n'est pas obligé d'envoyer bisous. Vous voyez ce que je veux dire? Le mobile de Fabrice Poncet s'effondre. Pour son avocat, c'est le signe d'une enquête totalement à charge. Donc au terme d'une enquête de 3 ans, on estime que le seul à pouvoir endosser cette culpabilité, c'est Monsieur Poncet. Mais mon ressenti d'humain, et pas d'avocat, c'est que ce garçon-là, il y est pour rien. Maître Vialette a l'intuition que les gendarmes n'ont pas suffisamment enquêté la vie privée de Marie-Pascale Sidol. À la recherche peut-être d'autres suspects. Donc je pense qu'il faut peut-être aller davantage investiguer dans ces relations et vous savez, on sait pas tout sur tout. Parfois on a des vies cachées, mais il faut la trouver celle-là, cette vie cachée. Alors, Fabrice Poncet est-il vraiment accusé à tort du meurtre de Marie-Pascale Sidol? Ou aurait-il commis le crime parfait, comme le craignent la fille, la sœur et la nièce de Marie-Pascale? Ce sera à la justice de trancher. En attendant un éventuel renvoi devant la cour d'assises, Fabrice Poncet est toujours en détention provisoire à la maison d'arrêt du Pontet. Il reste, pour l'instant, présumé innocent. Merci d'avoir écouté la deuxième partie de cet épisode consacré à l'affaire Marie-Pascale Sidol. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à la semaine prochaine.